Alors, bonjour, merci. Alors, je suis accompagnée d'Isabelle pour vous présenter ce beau projet euh, dont nous sommes les deux chercheuses principales. Alors, peut-être on commence avec des chiffres, hein. Vous le savez, le Québec est l'endroit, semble-t-il, au monde où il se fait le plus d'aide médicale à mourir. Si on regarde rapidement le graphique, on voit là en vert le pic. Ici, c'est le Québec, suivi de la Colombie-Britannique. Mais je ne passe pas trop de temps sur les chiffres pour vous montrer peut-être ce prochain graphique qui montre la courbe depuis le début de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à tout récemment. Nous serions à 6,8 de taux de décès par aide médicale à mourir. Puis j'ai entendu aussi des chiffres de 7,3, ce qui est très élevé en ce moment, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est élevé, que c'est bien ou que c'est mal. Alors, vous avez peut-être entendu aussi Dr Bureau sur différentes tribunes. Dr Bureau, le président de la Commission sur les soins de fin de vie, mentionner effectivement le fait que le Québec serait l'endroit, la juridiction dans le monde où il se fait le plus d'aide médicale à mourir. Dans le BMJ, il avait aussi écrit un papier pour expliquer ce phénomène. Et là, la machine à réfléchir s'est mise en branle et on a vu différents auteurs se poser la question. Là, je fais référence à droite à l'article de Daryl Pullman dans le American Journal of Bioethics où il se pose la question, il compare la Californie et le Canada et il se demande est-ce que le Canada est sur une pente glissante en lien avec les chiffres qui ne cessent d'augmenter. Et si on regarde à droite, Eric Matheson qui, lui, se pose la question, que veut dire un chiffre? Combien de morts? Dans le fond, est-ce qu'un chiffre peut vraiment nous expliquer si un phénomène est bon ou un phénomène est mauvais? Alors, peut-être dans les différents milieux, vous avez entendu des gens discuter de façon très informelle de certaines hypothèses. Puis je le dis, ce sont des hypothèses informelles issues de discussions qu'on entend là. Certains disent que probablement que le fait de conceptualiser l'euthanasie comme un soin, ça nous donne un accès à tous les citoyens, donc peut-être une facilité d'accès plus grande qu'ailleurs. La baisse du religieux au Québec, certains disent plus besoin de gagner notre ciel, on n'est pas à l'encontre d'une religion en particulier puisqu'on s'en est un peu détaché. Aussi, d'autres vont dire que la mort planifiée va donner du contrôle dans un moment de grande vulnérabilité. Également, on ne veut pas être un fardeau, on ne veut pas étirer la fin de vie. On ne veut pas laisser son corps sans sa conscience. Ça, moi, j'ai déjà entendu ça pour des situations où les gens disaient « Moi, je ne veux pas la sédation palliative continue parce que je ne peux pas imaginer que mon corps va être là puis que mon esprit, ma conscience ne sera plus présente. » Certains disent vouloir éviter le CHSLD qui a eu bien mauvaise presse. On se souvient de la COVID. Également, certains vont parler de mort digne, de mort indigne, parfois la mort naturelle étant quelque chose qui pourrait apparaître pour certains comme une mort moins souhaitable pour toutes sortes de raisons. Et d'autres nous disent, c'est la faute aux baby boomers qui, eux, veulent avoir beaucoup de contrôle sur leur vie, alors l'effet générationnel. Donc, tout ça, ce sont des hypothèses très, très, très informelles que vous avez peut-être entendu parler ou discuter vous-même. À date, dans la littérature, ce qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on a vu récemment une étude, 2024, Biran et Reiner, qui ont comparé le Canada et la Californie et ils ont mis de l'avant 10 hypothèses qui pourraient expliquer la disparité entre la Californie, qui a un régime d'aide au suicide depuis le même temps que nous, qui a une population à peu près similaire à celle du Canada. Et donc, ils ont voulu un peu tester leurs hypothèses dans les deux juridictions, donc la Californie et le Canada. Chose importante, ils ont exclu le Québec de l'étude. Alors, c'est le Canada, sauf le Québec, dans leur comparaison. Et ce qu'ils ont trouvé, alors je ne vous lirai pas chacune des hypothèses, mais ils ont vu que parmi les 10 hypothèses qu'ils ont testées, seulement 3 semblaient significatives dans leurs chiffres. Alors, la connaissance du public, donc au Canada, on connaît beaucoup mieux les services d'aide médicale à mourir versus la Californie. Donc, ça pourrait être une hypothèse explicative du phénomène du plus grand recours.
Le nombre de praticiens disponibles par habitant est plus grand au Canada, ce qui expliquerait aussi peut-être les chiffres, et le support institutionnel qui est donné à l'aide médicale à mourir au Canada, qui est, par exemple, dans l'article, on raconte que c'est difficile pour des citoyens américains, californiens, il faut faire beaucoup de recherches là, pour trouver comment on peut avoir accès à des services d'assistance au suicide. Alors, voilà, c'est une première étude, mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ce phénomène d'augmentation des chiffres en lien avec l'aide médicale à mourir. Je cède la parole maintenant à Isabelle qui va nous présenter l'étude. Merci. Alors oui, donc à partir de ça, nous, comme question qu'on s'est posée de recherche importante, c'est quels sont les facteurs qui vont permettre d'expliquer pourquoi il y a une hausse plus importante de l'AMM au Québec à comparer à d'autres juridictions. Donc, d'une part, il y avait l'objectif de cartographier la littérature, donc de faire un genre de scoping review sur les facteurs qui permettent d'expliquer la hausse des demandes d'aide médicale à mourir. Là, on ne parle pas ici seulement au Québec, mais dans l'ensemble des juridictions. Donc, qu'est-ce qui est publié sur l'évolution des pratiques, donc que ce soit d'euthanasie, de suicidacité à travers le temps, et ensuite d'explorer ce phénomène de l'augmentation constante du recours à l'AMM, mais pour le Québec en particulier. Donc, est-ce que j'ai la... Oui, je peux changer. Merci. OK. C'est moi qui ai le contrôle. OK. Merci. Donc, pour le volet 1, donc pour répondre à la première question, donc d'une part, on avait déjà soumis une demande de financement au CIS de Laval, donc au pôle 1 de recherche du CIS de Laval. On avait obtenu un petit financement pour effectuer une revue de la portée sur cette question-là. Donc, dans le cadre de l'appel à proposition du FRQ sur mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir au Québec, donc en contexte québécois. Donc, le financement qu'on a obtenu aussi par notre équipe. Donc, on a nommé le CIRAM, qui est le consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir. Donc, avec ce financement-là, on a pu bonifier, bien sûr, le début de projet qu'on avait de revue de la portée à faire une réelle synthèse de la littérature. Et donc, on a développé des méthodes transversales dans le cadre du CIRAM où, entre autres, on a justement cette méthode de revue systématique qui va servir à l'ensemble des volets du projet du FRQ. Donc, il y a comme un croisement entre le projet CIS de Laval, RQSPAL et FRQ. Donc ça va être une première étape. Donc la deuxième étape était pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain en contexte québécois. Donc on avait proposé justement dans le projet RQSPAL de faire des entretiens avec des informateurs clés. Alors qu'est-ce qu'on entend par informateurs clés? Donc c'est vraiment des gens qui ont un rôle important à jouer donc dans, par exemple, l'implantation, la gestion de l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, on peut penser à la commission sur les soins de fin de vie, donc de pouvoir parler avec des commissaires ou le directeur de la commission, avec des représentants des GIS, donc dans toutes les régions du Québec pour avoir des informations justement sur ce qui se passe réellement sur le terrain, puis c'est quoi leur propre hypothèse à eux de qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse du recours. Donc, étant donné le financement aussi du CIRAM, a permis de bonifier cette méthodologie-là. Donc, au lieu d'avoir 20 entrevues prévues au départ avec le projet RQSPAL, donc ça nous permet de rajouter, donc on va avoir 50 entrevues et on a rajouté aussi des informateurs clés de l'international, donc qui vont venir du Canada, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas et de deux juridictions américaines, donc l'Oregon et la Californie. Donc, les résultats attendus
Bien sûr, c'est vraiment comme un phénomène nouveau. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez vu une étude qui a posé des hypothèses, mais vraiment de l'intérieur, puis de pouvoir parler vraiment du contexte spécifique du Québec. Donc, ça va être vraiment une première de contribuer là, au développement des connaissances dans ce domaine-là. Et mais c'est ça, ça va vraiment permettre, avec le financement du Hercuspal, là, de vraiment jeter les premières bases de développement des connaissances dans le cadre du mandat qui nous a été conféré là, dans le cadre du financement du Fonds de recherche du Québec. Donc, en conclusion, jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est rendu? Donc, on a soumis la demande au comité d'éthique pour pouvoir faire les entretiens avec les informateurs clés. Il faut savoir que, étant donné que c'est dans toutes les régions du Québec, il faut passer par les convenances institutionnelles, même si, par exemple, il y a un informateur clé par région. Donc, on s'attend quand même à ce que ça va prendre un petit peu de temps, donc peut-être quelques mois, mais on espère là, avec le soutien du ministère que ça va aller un peu plus vite. Donc, il y a aussi un postdoctorant qui a été mis à profit pour ce beau projet et qui a commencé à travailler là, justement sur la synthèse de la littérature. Donc, on remercie bien sûr tous les co-chercheurs et collaborateurs qui ont participé à la demande du Hercuspal et aussi, bien sûr, merci au Hercuspal pour le financement pour nous permettre de contribuer à ce beau projet.